Ravie de t'accueillir pour la table ronde et d'accueillir mes auteuristes autour de moi. Je vais vous les présenter. Pauline Cidre, qui a déjà participé plusieurs fois aux Aventuriales et remporté le prix Aventurial. Patrick Héris, qui est également un de nos habitués du salon, autant en tant qu'auteur qu'en tant qu'éditeur. Et puis Sanguine, qui est déjà venue, mais c'est ta deuxième fois, je crois. Non, c'est ta première fois. D'accord, ok. Et tous les trois ont en commun d'écrire du fantastique. Et nous allons explorer un petit peu de quelle manière le fantastique a évolué au cours des dernières années. Parce que la société évolue et fait évoluer l'écriture et le regard qu'on a aussi sur les textes qu'on écrit, les personnages, etc. Voilà, donc on a eu il y a quelques années Buffy qui a un peu révolutionné justement cet univers-là. Donc je voulais savoir un petit peu, Pauline, entre autres, qui a écrit entre autres un roman qui est un peu à la limite entre le fantastique et la fantaisie, qui a l'avantage de se passer dans notre pays, mais c'est pas tout à fait la France qu'on connaît. Donc j'aimerais que tu nous en parles un petit peu et que tu nous parles justement de tes influences. Alors pour le coup, oui, parce que j'ai écrit plusieurs romans, mais j'en ai un seul qui est vraiment fantastique, mais qui est plus un peu urban fantasy. L'idée, c'était, oui, en fait, je suis partie plutôt d'un point de vue historique. Je me suis intéressée aux chasses aux sorcières, en fait. J'ai imaginé que ces sorcières, et ces sorciers aussi d'ailleurs, avaient des vrais pouvoirs, en fait, avaient disposé d'une vraie magie. Donc c'est l'élément fantastique que j'ai ajouté dans mon récit, en fait. Et du coup, j'ai imaginé comment ils avaient pu survivre quelque part après toutes les persécutions. J'ai imaginé qu'ils s'étaient cachés, en fait, et qu'ils s'étaient organisés en communauté, qui vivaient en marge de nos sociétés et que de nos jours, ces communautés se sont fait connaître et du coup, on a été obligé de créer au niveau administratif, presque même déjà, des services communs, des services faisant la passerelle entre ces communautés et le reste de la population. Alors pour le coup, en termes d'influence, c'est une question difficile, je trouve, toujours. Je n'y pense pas forcément quand j'écris. Parce qu'en fait, pour le coup, dans ce roman, ce qui m'embête beaucoup, c'est que la plupart de mes influences dont j'ai conscience, ce sont les influences plus policières, parce que c'est une enquête aussi. C'est flagrant. Oui. On sent vraiment l'aspect policier, mais je pensais aussi à l'aspect sociétal, parce qu'il y a quand même dans un humour un petit peu caustique dans ton roman sur justement le fonctionnement de notre société, et entre autres au niveau policier. Et au niveau administratif en général. Je pense que j'ai déjà réfléchi, oui, au niveau administratif, en fait, sur le besoin de mettre les gens dans les cases, des choses comme ça, en fait. Où là, on est obligé de créer un service dans lesquels les faire entrer, alors qu'en fait, ils vivaient en marge et le fait qu'ils ne s'insèrent pas dans notre administration actuelle. Et de ton côté, est-ce que, au niveau des influences, déjà, on peut parler déjà de tes influences au niveau de l'écriture, au niveau de tes choix de texte et d'univers? Tout à fait. Tu veux que j'aborde plutôt Ici vivent les ténèbres ou l'urban fantasy? Plutôt Ici sont les ténèbres, puisque c'était la base, Ici vivent les ténèbres, puisque c'était la base sur laquelle on était parti. Bonjour à tous déjà. Excusez ma voix, elle part un peu en cacahuète. Je n'ai pas ça d'habitude, mais bon, on va faire avec. Donc pour Ici vivent les ténèbres, ce qui a vraiment été fondateur de cette histoire-là, c'est que j'ai vraiment voulu reprendre les codes en fait de la maison hantée. Je pense que certains d'entre vous les connaissent. On peut les voir au travers de films, de livres, de BD, de jeux vidéo. C'est quand même quelque chose qui n'est pas nouveau, qui est assez ancien, qui n'est pas novateur dans son esprit.
mais qui est justement très, très intéressant, très addictif, parce qu'il va puiser en fait dans l'imagerie populaire, dans vraiment ce qui a pu façonner l'image du fantastique dans le public, ce qui a pu façonner les peurs d'antan, les superstitions, etc. Donc pour ce roman-là, j'ai vraiment puisé là-dedans en partant du principe que une famille pouvait être en difficulté, être en butte aux rumeurs d'une petite région donc anglaise, parce qu'il s'est produit des choses dans son passé, parce qu'il y a eu des soupçons de tout ce qui peut être sorcellerie ou accointance avec un démon ou quelque chose de non humain. Et c'est vraiment là-dedans que je suis allée chercher. Et en puisant plus profondément dans ces codes, c'est là que je me suis rendu compte que on revenait souvent aux mêmes sources finalement, mais qu'on pouvait les faire grandir et les faire partir dans des directions un peu différentes qu'on voudrait, un peu comme les racines d'un arbre finalement. On a un tronc commun et après on emmène ces racines là où on veut. Et je pense que le fantastique, même dans un genre plus nouveau, un genre renouvelé, il revient toujours à cette source-là finalement, aux histoires, aux contes, aux légendes qu'on a pu entendre, donc qui peuvent se transmettre oralement ou qu'on a pu lire ou qu'on a pu nous raconter depuis qu'on est petit. Si vous faites un rapide tour de table, etc., entre vos proches, vos voisins, vos amis, vous voyez quand même qu'il y a des croyances, des mythes fondateurs qu'on connaît depuis très très longtemps, qui sont immémoriaux, aussi même, les mêmes craintes qu'on avait quand on était enfant, ou etc. Et là, qu'on le veuille ou non, on retrouve toujours ces figures-là en fait dans le fantastique. Elles sont comme les monstres derrière le placard, en fait, derrière la porte du placard. Elles sont toujours prêtes à surgir. Alors on les réinvente souvent, on les remet à notre sauce, on leur donne un nouveau visage, un nouveau nom, mais ce sont toujours ces mêmes sources finalement. Et je trouve que le fantastique, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut autant puiser dans l'ancien pour faire du nouveau. C'est un genre qui se nourrit de lui-même, mais qui peut se renouveler à l'infini, selon le vent qu'on veut lui donner, en fait, qu'on veut donner à notre barque. Donc c'est ce que j'ai fait pour Ici, Ville et Ténèbres. C'est à la fois très ancien, mais en voulant quand même insuffler quelque chose d'original. C'est inutile de réécrire ce qui a déjà été écrit, mais c'est intéressant de le réimaginer, de le raconter d'une autre manière. C'est d'ailleurs ce qui est assez amusant d'ailleurs quand je réfléchis. Dans vos 3 romans, il y a un point commun, c'est que vous partez tous les 3 d'un événement qui s'est déroulé dans le passé et qui va se répercuter sur le présent de la vie de vos personnages. C'est également le cas dans ton roman, Patrick. C'est en effet le cas, bon, puisque, comme vous le voyez, on l'a écrit à 2 avec Frédéric Livens, et il a trouvé un événement qui est bel et bien réel, qui est la dernière exécution pour sorcellerie en France. En 1779, quand même, c'est pas si vieux quand on y réfléchit bien. Et donc, en effet, c'est exactement ça, c'est l'idée de quelque chose qui se passe quelques siècles auparavant, qui a à sa façon des répercussions dans notre présent, puisque le roman est totalement contemporain. En fait, on a pris même le nom du personnage, Stephen Longrin, qu'on a remis à notre sauce. Enfin, c'est plus une tueuse en série qu'une sorcière. Mais quand on plonge un peu dans le chaos qui était l'avant-révolution, c'est facile d'imaginer une tueuse en série itinérante qui cache ses crimes et un policier victime des purges qui s'acharne à essayer de la retrouver avec les techniques de l'époque. Ce qui fait un contrepoint, en effet, avec mon personnage qui, de commissaire à cette époque, mis face à une histoire qu'il dépasse complètement, c'est-à-dire dans sa petite ville, un tueur en série complètement insaisissable. Donc ça, c'est vraiment l'aspect thriller à la Chatham-Tillier avec enquête, ce qui en même temps enracine le roman dans le quotidien. Et une fois qu'il est bien enraciné dans le quotidien, on peut y faire entrer petit à petit le fantastique, même si à la fin, on s'aperçoit qu'il a toujours été là dès la première ligne. Oui, c'est un point commun. Donc, là, ce qu'on disait, c'est de reprendre finalement, on retravaille toujours à partir d'éléments et de presque toujours les mêmes bases, les mêmes clichés, et qu'on développe et qu'on reconstruit différemment. Ben, en fait, c'est difficile, mais si on s'en sert, c'est parce qu'elles fonctionnent quand elles sont bien utilisées. Et que ça a un côté jouissif, enfin c'est un peu comme le gamin qui joue avec ses jouets. C'est vrai que bon, les codes du polar, je les connais assez bien. Avec Frédéric, tous les codes du fantastique, on les connaît, on a à peu près les mêmes références. Enfin, quand je lui dis qu'il y a un moment, je voulais que ce soit un moment, la longue nuit de l'exorcisme de Fulci, il voit tout de suite ce que je veux dire, quoi. Mais en même temps, s'amuser avec les codes, avec les tropes, même parfois avec les clichés, ça peut avoir quelque chose de jouissif. Certainement.
Mais après, renouveler les codes, c'est intéressant aussi. Et ce qui est assez intéressant, c'est que en ce qui concerne ici les ténèbres, ton narrateur se trouve à être un tout jeune enfant. Et ça n'est pas moins un livre qui s'adresse aux adultes. Et c'est un peu déconcertant parce qu'on n'a pas trop l'habitude, en fait, finalement, de suivre une histoire du point de vue d'un très jeune enfant. Parce qu'il a quel âge, son personnage, au début? 8-10 ans? 10 ans. 10 ans. En fait, là où c'est pas novateur, justement, c'est d'utiliser des jeunes enfants dans les romans d'horreur, les histoires d'horreur. Hein. Il y a plein de films d'horreur qui utilisent le même scénario. Parce que pour une raison très simple, les enfants n'ont pas la même perception du monde que les adultes. Ils voient, ils perçoivent des choses que nous, on ne voit plus, on ne perçoit plus ou qu'on ne veut pas voir. Donc déjà, c'était là qui était plus intéressant parce que ça permettait une exploration de la maison et justement aussi une compréhension qui n'aurait pas fonctionné avec un personnage plus âgé. Et surtout, les enfants ont une tendance à se lancer dans des expériences ou des entreprises démesurées qu'un adulte sensé ne ferait jamais. Et finalement, qui est peut-être un tort quelque part. Et je pense aussi que pour ce que l'horreur fonctionne, le fantastique fonctionne, il faut s'adresser aux peurs du lecteur, il faut s'adresser à quelque chose qui est enfoui en lui. Et en ramenant cet enfant intérieur à lui, finalement, on lui remémore quand il a eu peur du noir, quand il a eu peur des fantômes peut-être, ou quand il a connu une vieille maison, peut-être celle de sa grand-mère ou quelque chose comme ça, où il y avait quelque chose. Et ça, finalement, ça reste en lisière, je pense, de notre esprit. Et quand on est confronté à un personnage enfantin, avec sa vision du monde, elle va nous remémorer un petit peu comment on pensait à l'époque. Et c'est plutôt plus intéressant, je pense, pour vraiment s'immiscer dans cette histoire. Après, j'ai la chance en fait, de très bien me souvenir de ma propre enfance. Alors, je ne dis pas que Victorien, c'est moi, hein, ce n'est pas du tout une projection, mais je me souviens bien de comment je pensais à cette époque, comment était la construction de mon esprit, ce qui me faisait peur et comment j'assimilais tout ça, en fait. C'était une manière très différente de celle que je fais maintenant, heureusement, je pense. Mais voilà, et ça, je pense que c'est une force aussi du fantastique, c'est de pouvoir confronter le lecteur à des personnages qui, d'un côté, sont éloignés de lui, parce qu'on reste dans la fiction, mais d'un autre côté, sont liés à lui, d'une manière ou d'une autre. Et l'enfant, justement, c'est quelque chose qui fera toujours lien, je pense, avec le lecteur. Pardon. En ce qui te concerne, tu as des personnages qui sont très hauts en couleur et qui ont chacun une personnalité très, très différenciée. Et j'aimerais bien que tu m'en parles. Et entre autres, j'ai beaucoup aimé justement au niveau de la façon dont tu avais utilisé l'aspect geek dans ton roman. Notamment pour le personnage de Lycaon, du coup. Entre autres, voilà. En fait, l'idée, c'était que comme j'avais créé, on suit un service qui est commun à la fois au monde sorcier et au monde non sorcier, donc que j'appelle sortilégien pour les sorciers et profane pour les non sorciers, parce que c'est les termes, c'est l'étiquette finalement qu'on a mis administrativement, on va dire. Du coup, j'ai essayé de faire 3 personnages qui sont aussi à cheval entre ces deux mondes, en fait, qui sont pas tout à fait profanes et pas tout à fait sortilégents, qui justement rentrent pas dans les cases, dans un service qui a du mal aussi à rentrer dans les cases quelque part. Et l'idée, c'est aussi que je voulais pas que ce soit noir et blanc quelque part. Les sortilégents ont aussi leur tort, et les profanes aussi, et les uns comme les autres ne veulent pas tout à fait s'inclure dans l'autre monde, en fait. Et ils se rejettent d'une manière ou d'une autre. Et du coup, les sortilégents sont restés dans un peu comme à l'époque d'autrefois. C'est un peu dans leur fierté de ne pas s'être modernisés. Et en particulier, ils n'aiment pas la technologie de façon générale, en fait. Et là, justement, le sortilégent mis en scène dans le roman, Lycaon, lui est rejeté pour plusieurs raisons par ses pairs, mais entre autres pour son attrait pour la technologie. Mais c'est surtout, c'est très bien. Je veux dire, ça donne une connotation à l'histoire, le fait qu'il y ait un personnage comme ça qui soit. En plus, il est geek, mais il n'est pas le seul personnage qui est geek dedans. Et ça, et justement, ça donne je pense que ça ramène beaucoup plus dans notre réalité.
ton histoire. Oui, c'est vrai qu'ils utilisent C'était beaucoup, quelque chose est-ce que c'était aussi une volonté de ta part? euh, Est-ce que tu en étais consciente au moment où tu l'as si, écrit? pas que le personnage de Lycaon, oui, mais après, je me suis rendu compte que le personnage féminin du roman, Cézanne en particulier, passe son temps aussi sur son téléphone. Et quand ils doivent aller aux archives, ils n'y vont pas à pied, ils vont consulter les archives numériques. Par moment, ils y vont à pied aussi, mais après, ils consultent les archives numériques aussi, parce que c'est des outils actuels, en fait. Oui. Toi, en revanche, au niveau des nouvelles technologies, ton enquêteur, il n'est pas très doué, hein, j'ai l'impression. Il faut être réaliste parce que en général, dans les commissariats de province, ils ont plutôt des ordinateurs en bois qui tiennent. Mais bon, ils utilisent quand même l'ordinateur pour faire des recherches, en fait, des recoupements par rapport à justement le côté enquête policière, et finissent d'ailleurs par trouver l'élément déclencheur. Donc, une des questions moi, qui m'intéressait, entre autres, c'était de savoir, en dehors de... Là, on a parlé beaucoup de vos romans, de vos histoires, de vos personnages. Je voulais savoir, c'est les évolutions de la société au cours des dernières années. Il y a beaucoup de choses dont on a pris beaucoup plus conscience au niveau de l'acceptation des autres, au niveau de l'inclusion, etc. Et puis des choses qui vont choquer ou pas. Est-ce que c'est des choses dont vous tenez plus compte quand vous écrivez? Est-ce que ça influence vos choix au niveau et des personnages que vous mettez en scène et des histoires que vous racontez? Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire de faire évoluer justement la fantaisie à ce niveau, le fantastique à ce niveau-là? Oui, tout à fait. Moi, je ne suis pas si vieille, mais je me souviens quand même de l'époque où les romans mettaient en scène des personnages très normés, hein, pour pas dire blancs, valides, hétéros, enfin tout ce que vous voulez. Et quand on voulait sortir un peu de cette cadre-là, c'était des romans de niche, entre guillemets, qu'on ne trouvait pas en librairie, qu'il fallait commander, ou alors qu'on trouvait vraiment sous le comptoir du libraire et il fallait demander très gentiment. Et je trouve que c'était vraiment très dommageable, en fait. J'étais à peu près au collège ou au lycée à cette période-là, donc je me rendais pas compte à ce point du manque de représentation, même si je le ressentais un petit peu. Et moi, ça me se traduisait surtout par une lassitude de lire toujours la même chose avec les mêmes représentations. Et là, je trouve que la littérature, depuis quelques années, elle s'est justement très ouverte à tout type de représentation. Alors, évidemment, il ne faut pas tomber dans la surreprésentation ou ce qu'on appelle les tokens, etc., où on met un personnage racisé, un personnage handicapé pour faire joli. Ça, non, on n'en veut pas. Mais on voit qu'il y a vraiment une explosion de personnages, tous plus différents que les uns que les autres, avec des tropes, avec des histoires qui sont vraiment ce qu'on ne pouvait pas trouver avant, finalement. Et c'est une grande force parce que déjà, ça permet beaucoup plus de diversité dans la littérature et surtout, ça permet de représenter les lecteurs. Il faut être honnête. Quand on ne se sent jamais représenté dans un livre, c'est à vous dégoûter de lire, en fait. C'est incroyable. On ne se rend pas compte des dommages que ça peut faire. Si vous demandez à quelqu'un qui ne s'est justement pas retrouvé dans les livres quand il était enfant, qui a quand même continué à lire, ce qui est déjà pas mal, il va vous en parler avec des étoiles dans les yeux, en fait, des romans où il s'est senti vraiment représenté, où il a dit c'est moi, où ça me ressemble, où on me parle à moi. Et les personnes qui ont toujours été représentées, c'est pas de leur faute, hein, bien sûr, mais elles ont moins ce recul-là. Et je trouve que maintenant, on fait des choses incroyables. Et ça, c'est vraiment une très, très grande force. Après, j'ai toujours, personnellement, je vais prendre mon exemple, mais j'ai toujours écrit des personnages qui sortaient juste, on va dire, qui sortent un peu des cases. Bon, même dire sortir des cases, c'est un peu cliché, mais c'est la vérité. J'ai toujours aimé quand même des personnages pas très, on va dire, pas parfaits déjà, et surtout avec des handicaps, que ce soit des handicaps visibles ou invisibles, ou justement qui ne rentraient pas dans les petites cases, etc., vraiment léchées qu'on a pu voir toutes ces dernières années. Donc je ne me suis jamais posé la question, en fait, est-ce que je dois plus diversifier mes personnages ? Parce qu'ils sont déjà diversifiés. Mais la question que je me pose, par contre, c'est comment représenter la diversité en la respectant, en ne me mettant pas à la place de gens qui ne sont pas moi, par exemple, que ce soit des personnes racisées, des personnes handicapées, des personnes queer, etc. Comment donner une voix aux minorités sans voler la leur, en fait. Et c'est ça l'enjeu maintenant, je pense, qu'on a en fantasy, en fantastique, même dans la littérature blanche, hein, partout. C'est comment représenter la diversité sans lui voler sa voix. Et ça, c'est vraiment l'enjeu sociétal d'aujourd'hui dans la littérature.
Et malheureusement, certains auteurs, certains éditeurs ont tendance à faire un peu du washing là-dessus en mettant de la fausse diversité pour attirer un lectorat. Et on se rend compte qu'il n'y a pas eu de lecture sensible, il n'y a pas eu vraiment de... ça n'a pas été creusé. Donc on va plus avoir des personnages qui vont heurter les minorités, parce qu'elles ont été écrites franchement à l'arrache, hein, on ne va pas se mentir. Mais au contraire, les personnes visées aussi, elles ont des choses à dire. Il faut lire les personnes issues de la diversité, il faut entendre ce qu'elles ont à dire et comment elles veulent le dire. Et ça, c'est aussi le métier d'auteur, le métier de veille, c'est savoir ce que les autres ont à dire et pourquoi elles veulent le dire. Et ça, je pense que c'est vraiment l'enjeu aujourd'hui, que ce soit dans le fantastique ou partout ailleurs. Ouais, je pense que tu as tout à fait raison, mais je pense que je me suis mal exprimée. Simplement, je parlais en restant simplement dans notre, on va dire, dans notre domaine, puisque effectivement, l'idéal, c'est de ne pas aller effectivement sur les plates-bandes des autres pour grappiller une parole qui n'est pas la nôtre. Mais simplement, dans la littérature fantastique, la place de la femme est souvent soit celle de la monstresse, soit de la victime. Et, ou du trophée. Ou du trophée, voilà. Et je pense que déjà, rien qu'à ce niveau-là, il y a peut-être pas mal à faire au niveau du fantastique, surtout justement au niveau du fantastique. Dans ce cas-là, je vais revenir en arrière, mais en tout cas, si on parle de littérature jeunesse, je dirais même que ça a sacrément explosé, parce que moi qui vous parle à mon grand âge, quand même, je me rappelle à la bibliothèque, qui était ma seconde maison, pour trouver désespérément un roman, un tout petit soit peu, un peu de fantastique. Bon, du policier, il y en avait des séries, mais pour trouver un tout petit peu de fantastique ou de SF, je farfouillais dans les rayons et je n'en trouvais pas, tout simplement. Maintenant, on donne aux gamins déjà ce qu'ils ont envie de lire pour commencer. On peut dire que c'est aussi déjà un progrès en soi. Et pas uniquement les mêmes histoires de clubs d'enquêteurs amateurs ou de pseudo-social qui plaît aux parents et pas forcément aux gamins. Qui était très édulcoré. Pour revenir à ce que tu disais, Luce, c'est vrai que quand on visualise justement la place de la femme dans le fantastique, longtemps le fantastique a été quand même une histoire d'auteur masculin. Donc on avait ce qu'on appelle le fameux male gaze sur les personnages féminins, qui étaient souvent soit des trophées, soit la monstresse, comme tu disais, soit la mère, la sainte ou la pute. En fait, c'était ça. Voilà. Donc, et malheureusement, encore aujourd'hui, il y a des auteurs qui suivent ce même schéma, ce qui est vraiment dommage. Je ne donnerai pas de nom, hein, je ne suis pas là pour cracher sur les collègues, mais j'avais lu un roman fantasy il y a très peu de temps, c'est quelques années, même pas 2 ans, qui a été écrit en 2020, donc très récent. Hein. Et l'histoire était sympa, le personnage féminin, en plus le personnage principal, était sympa, tout était très sympa, sauf la construction du personnage féminin et le regard que l'auteur portait sur ce personnage féminin. En fait, on avait l'impression que la valeur de son héroïne, la valeur intrinsèque, c'était son niveau de désirabilité. Et toutes les 10 pages, en fait, on avait le droit à un petit résumé sur son cul ou sa poitrine. C'était fabuleux. Alors, je dis pas qu'on n'aime pas nos personnages, et de temps en temps, c'est bien d'avoir un personnage qu'on trouve intéressant ou avenant, mais là, c'était presque gênant et ça gâchait vraiment toute l'expérience de lecture, en fait. Et pendant très, 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 très longtemps, on a eu ce genre de personnage féminin. Mais maintenant qu'on a beaucoup plus d'autrices qui rentrent dans le game, on va dire, ce regard-là a changé, et puis même des auteurs ont aussi changé de point de vue, et c'est très bien, parce que ça prouve que le point de vue évolue, les mentalités évoluent, et ça, c'est aussi très, très important. Enfin, en même temps qu'on a le retour en arrière des femmes traditionnalistes et des plus réac qui apparemment demandent elles-mêmes qu'on leur mette des chaînes, si on attaque à ce public-là, je me demande un peu trop ce que ça va donner. Mais eux, ils lisent pas de fantastique. Ils lisent pas de fantastique, à mon avis. Je suis même pas sûre qu'ils lisent grand-chose. Au niveau tu parlais du regard, justement, mais on s'est retrouvé aussi avec une littérature où c'est l'homme qui est objectifié justement en fantastique aussi. Tu as les femmes, les autrices se sont mis à contre-coup objectifier les hommes en fantastique dans pas mal de romans. Ce qui a peut-être porté d'ailleurs préjudice un peu aux autrices de fantastique, non ?
une fois sur une autre. C'est un peu Oui, le pardon, oui, micro. j'allais le faire Oui. justement. C'est vrai que là, ça, par contre, c'était en blanche où j'avais lu une autrice assez connue. Bon, les personnages masculins dans ces bouquins, c'était à peu près le machin qui soutenait leur costard à 2000 balles, quoi. Ou bien les plaquettes de chocolat. 2000 balles, c'est pas mal pour un costard. C'est pas si cher que ça, je l'en ai vendu alors. Tu veux rajouter quelque chose? Parce qu'on t'a pas beaucoup entendu. Mais du coup, c'était plus, là, j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur la question précise là, mais la précédente, justement, juste au niveau de mon expérience personnelle, pour le coup, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais écrit avant de publier en particulier, ben, mes personnages féminins, souvent, ils étaient fades, parce que j'ai beaucoup réfléchi après coup. C'était des personnages qui ne m'intéressaient pas, en fait. Parce que quand j'en lisais, souvent, ils ne m'intéressaient pas. Parce que justement, moi, je déteste les personnages obligés, on va dire, hommes comme femmes d'ailleurs, et la plupart du temps, rencontrer des femmes obligées. Et du coup, quand j'ai commencé à écrire et à publier, au début, mes personnages féminins, ils étaient très fades, ils étaient en second plan, ou il n'y en avait pas. Et puis, j'ai eu mes premiers retours sur mes premiers textes, ce qui m'ont fait réfléchir, parce que certains avaient relevé ça. J'ai eu aussi, j'ai rencontré d'autres personnes qui ont fait des récits beaucoup plus intéressants à ce sujet-là, en particulier dans les anthologies où j'ai été co-autrice. Et c'est vrai que du coup, Crime surnaturel, il y a eu 3 versions qui ont été écrites. Et la première a été rejetée par l'éditeur. Et en fait, la première, je me suis rendu compte, il m'avait pas fait la remarque, mais quand je l'ai réécrit, que mon personnage, c'est un trio, et le personnage féminin dans le trio était vraiment en retrait, en fait. Et c'était un énorme travail, et ça m'a fait vraiment plaisir aussi de moi pouvoir la recréer complètement et de la mettre au même plan. C'était pas qu'elle soit supérieure, ça m'intéressait pas, c'est vraiment qu'ils soient tous les 3 en équilibre et que chacun a sa même part à faire dans tout le récit, en fait. Et d'ailleurs, ça fait un personnage fabuleux et très... J'ai l'impression que c'est le personnage qui a le plus plu dans le trio, en tout cas. Parce que... Personnellement, j'avoue que j'adore ton trio. C'est mignon, cruciale, les annonces en pleine... je crois que je vais le disputer en sortant. Il me fait perdre complètement le fil. Je sais même plus où on en est au niveau du truc, du coup. Tu devras un pain au chocolat, du coup. Oui, je vais avoir droit à un pain au chocolat. Et au niveau des projets que vous avez et tout, est-ce qu'il y a quelque chose, justement, que vous avez envie d'écrire, justement, particulièrement et dans cette optique-là de pouvoir faire bouger un petit peu les frontières à votre niveau, pas, comme on disait, pas forcément aller piétiner les plates-bandes qui ne sont pas les nôtres, mais déjà au niveau de ce qu'on peut faire, est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie des sujets que vous avez envie de traiter ou d'une manière de les traiter en fantastique ou pas en fantastique d'ailleurs, les projets dans l'air? Je vais dire que, ma figure fantastique préférée depuis toujours, je ne sais même pas quand ça a commencé, c'est le vampire. Et ce que je trouve fabuleux dans le vampire, c'est que justement, c'est un mythe qui se nourrit de lui-même, mais qu'on peut toujours réinventer. Le vampire n'a aucune limite. On peut le faire très traditionnel, ou très moderne, ou un mix des deux. On peut le faire marcher la nuit, le jour. On peut le rendre allergique à ce que vous voulez, ou au contraire, on peut le doter de force et sans qu'il n'ait pas de faille ou quoi que ce soit, ou au contraire, en inventer des toutes nouvelles. Et ça, le vampire, c'est vraiment une figure que j'ai commencé à travailler depuis un petit moment. Donc, pour le moment, ce n'est pas publié. C'est soit en cours d'écriture, soit en cours de soumission. Et un de mes grands projets, on va dire, c'est toujours d'écrire donc, sur le mythe du vampire, de faire le lien, le pont avec les œuvres vraiment classiques que tout le monde connaît, tout le monde a lu, qui ont vraiment donné toute sa force au vampire. Donc je vais citer Dracula, bien sûr, je vais citer Carmilla, je vais citer... et c'est là que j'ai un trou de mémoire, bien sûr. Sinon, je vais citer d'autres. Par exemple, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui l'avait lu. C'est de S.P. Somto, c'est la trilogie de Timmy Valentine,
qui est assez vieille, hein, mais qui est extraordinaire. Par contre, âme sensible, s'abstenir, hein, c'est assez spécial. Ouais, j'ai vraiment... Ah oui, l'heure là, c'est ça que je voulais dire, par exemple, avec Maupassant, etc. J'ai vraiment envie de qu'on continue à faire le lien entre ces œuvres incroyables qui nous ont ouvert la voie au mythe, mais en gardant le vampire actuel, en fait, pour éviter qu'il devienne une figure poussiéreuse qu'on n'a plus envie de voir, pour aussi le tirer des griffes de la Beat-Light, qui est une catastrophe, vous m'excuserez, hein, mais ça, je pense que je pardonnerai jamais à cette littérature, qui a vraiment objectifié le vampire, qui l'a rendu mignon, qui l'a rendu brillant. Non, ça c'est une hérésie. Mais voilà, et donc pour moi, la figure du vampire, c'est quelque chose d'extraordinaire qui m'a permis de vivre vraiment des moments de lecture que j'oublierai jamais. On a aussi des auteurs contemporains sur le vampire français ou même anglophones qui sont incroyables. Par contre, j'ai envie de citer Morgane Cossarieux, bien sûr. J'ai envie de citer Vincent Tassi, j'ai envie de citer Adrien Paty aussi, enfin vraiment plein d'auteurs qui se sont emparés de cette figure-là, qui ont fait quelque chose à la fois qu'on connaît, parce qu'elle fait appel au mythe, comme on a pu le construire depuis longtemps, mais de façon totalement novatrice. Le vampire peut toujours se réinventer, il peut même être ridicule, il peut même être drôle, il peut même être mignon, il peut même être gothique, émo, ce que vous voulez. C'est toujours une figure que j'ai envie de voir qui soit immémoriale en fait. Et j'ai envie de perdurer cet héritage-là, enfin à mon humble niveau. Mais c'est vraiment un grand projet, je pense, dans ma carrière littéraire. Voilà. Et tu as des pistes un petit peu sur de la manière dont tu voudrais justement le renouveler, ce vampire? Alors, au niveau des vampires, j'ai un manuscrit qui est déjà prêt. C'est quelque chose de plus burlesque, donc ça va être plus de l'urban fantasy. Donc c'est notre monde, notre époque actuelle, mais avec irruption du paranormal. En fait, imaginez, pour ce vampire-là, imaginez un mix entre Jack Sparrow et Marie-Antoinette. Voilà, ça donne quelque chose d'assez piquant, de complètement immature et de complètement inconséquent. Donc j'ai eu envie de m'amuser sur ce mythe-là parce que c'est un vampire en fait qui évolue dans le monde actuel avec les difficultés qu'on connaît, parce que comment s'approvisionner en sang sans éviter, en évitant la police ou les descentes chez soi, comment fréquenter le conclave des anciens vampires qui ont 500, 1000 ans, etc. Alors que on a un iPhone à 5G à côté. Comment aller à un concert de Taylor Swift alors qu'on ne supporte pas les néons parce que ça nous fait un peu cramer la peau. Enfin, de choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment le côté plus moderne. Sinon, là, je suis en train d'écrire un roman gothique qui se ramène aux racines du roman gothique sur cette figure du vampire, mais plus traditionnelle, avec les failles qu'on lui connaît et même d'autres qui sont méconnues que j'avais apprises il y a tellement longtemps. Par exemple, on sait tous que le vampire, il craint la croix, il craint l'ail, etc. Mais ce qui est moins connu, c'est le vampire craint l'eau vive, il ne peut pas la traverser, par exemple. Il y a aussi un autre mythe que j'aime beaucoup et que je n'ai jamais rencontré en lecture. Il est dit que si vous voulez empêcher un vampire de sortir de sa tombe la nuit, déposez une poignée de grains ou de pois chiches ou de petits pois, enfin ce que vous voulez sur sa tombe. Il va être obligé de les compter, de les recompter jusqu'au lever du jour, parce qu'il est maniaque, il ne peut pas faire autrement. Et donc, il sera scellé dans sa tombe, il ne pourra pas sortir. C'est vraiment un truc que j'avais lu quand j'étais petite, je ne sais plus d'où il vient, mais ça m'a toujours fascinée. Et c'est vraiment des vieux mythes que j'ai envie de... Il me semble que c'est de la ville fantôme de Paul Féval. Je ne sais pas, je n'ai pas lu. Voilà. J'ai relu récemment parce que j'ai traduit un roman qui était un petit peu extrapolé. Et il me semble que c'est là-dedans que je l'ai vu. Peut-être. Je n'ai pas lu ce roman, et ça ne me dit rien, mais j'ai peut-être vu qu'il sortait de là. Ou alors il y a aussi le mythe comme quoi si on veut repérer la tombe d'un vampire en pleine journée, il faut lâcher un cheval blanc dans un cimetière, surtout un cheval qui n'a jamais fait de saillie apparemment, et il va se promener dans le cimetière et la tombe qu'il refusera d'enjamber, ça sera la tombe du vampire. C'est que des vieux trucs qui viennent de plein de pays différents. Souvent, ça vient de Russie ou ça vient vraiment des pays slaves, parce qu'ils ont une culture là-dedans du oupir, comme ils disent, fascinante. Et c'est vraiment un truc que j'ai envie de perdurer, ça ne s'oublie pas en fait, que les vampires ne deviennent pas juste ces gentils minés policiers comme on a été abreuvés depuis 15 ans. Quoi. C'est bon, il y en a marre. Pauline ? Alors moi, ce serait très loin, mais il y a un projet que j'aimerais bien mener à bout, c'est écrire un roman jeunesse, pour le coup. Donc m'adresser à un public différent, et puis justement continuons plus en fantaisie, je pense, pour le coup, parce que c'est vraiment ce qui me parle davantage que le fantastique, j'y suis plus à l'aise. Et mettre en scène des univers de fantaisie qui ne sont pas obligés de suivre nos préjugés à nous. Et ça serait quel âge à peu près tu viserais Je pense que ça dépendrait quand je me lancerai dans le projet. J'aimerais bien idéalement plutôt jeune ado,
11-13 ans. Parce que les idées que j'ai en tête colleraient un peu plus. Mais j'ai jamais écrit pour la jeunesse encore. J'ai essayé et c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a un début à tout. Oui. C'est moins évident qu'on y va. Mais normalement, le chaudron, c'était prévu qu'il y ait d'autres aventures, non? Il y en aura probablement une deuxième. Mais D'accord. l'idée, c'était de mettre un nom de série, mais de voir si j'arrive à en lancer une deuxième. Parce que, comme je disais, moi, je suis plus à l'aise avec la fantasy, où je peux maîtriser, en fait, entre guillemets, tout l'univers. Et je m'amuse beaucoup plus avec les préjugés, avec les clichés, avec tout ça, qu'en fantastique, où je me sens quand même restreinte à notre monde à nous. Et je me sens pas toujours légitime, en fait, de parler de certains sujets, où je me sens pas à l'aise, pas assez documentée, des choses comme ça. Et j'ai moins de pression à écrire de la fantaisie, en fait. Mais je pense qu'il y en aura un deuxième, parce que j'ai beaucoup aimé ce trio, déjà. Et puis, j'aime bien mettre en scène des énigmes, mais j'aimerais bien voir jusqu'où ils peuvent aller. Donc, je pense qu'il y en aura un deuxième. Donc, alors, je suis déjà sur le tome 2 de notre série, c'est-à-dire après Les Ombres de l'Averse, ce sera une série comme les séries policières, comme le font Fred Vargas et compagnie, c'est-à-dire que chaque tome sera indépendant avec toujours le même personnage. Il y aura quand même une méta-histoire qui sera son évolution, mais chaque tome sera indépendant. Donc là, je suis en train d'écrire le tome 2 et Frédéric est en train de penser au tome 3. Pour aller loin, j'ai un autre éditeur, puisque entre-temps, j'ai sorti un roman qui était un polar historique, encore du mélange de genres. Et là, par contre, c'est un livre qui déjà sera aussi un suspense avec tueur en série et compagnie, mais autour d'un groupe de rock, en l'occurrence de rock gothique, donc quelque chose que je connais bien. Et donc sortir un petit peu des clichés sur tout ce qui est la dynamique d'un groupe de rock, les clichés soit dans le positif, soit dans le négatif d'ailleurs. Et ensuite, il y aura, enfin, ça par contre, montrer en quoi ça serait déflorer l'histoire, mais je voudrais qu'il y ait aussi qu'il y ait une vision un petit peu militante, c'est-à-dire montrer que la maladie mentale, ça ne mène pas forcément à prendre un couteau et distribuer des coups de couteau. Ça peut être quelqu'un qui est un de vos proches, quelqu'un qui est là et qui peut-être attend simplement, sur le cliché, qu'on lui tende la main, et donc essayer de mettre toute une série de contacts pour faire de la prévention, tout simplement. On se l'a dit, c'est pas avec ça qu'on va révolutionner le monde. Moi, j'écris du roman populaire, mais on essaie quand même d'apporter sa petite pierre, dirons-nous. C'est aussi une forme d'inclusion. Ouais, voilà. Je ne me rends pas compte où j'en suis, et comme je n'ai plus de fil rouge, est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous voulez aborder au niveau du fantastique, même au niveau de la littérature et de l'écriture? Oui, alors je ne sais pas ici dans cette salle si vous êtes uniquement lecteur, lectrice, ou s'il y en a certains qui écrivent, je ne sais pas. Si certains parmi vous écrivent, je vous encourage à continuer, surtout. Et l'erreur serait de penser que tout a déjà été écrit. Alors techniquement, ce n'est pas tout à fait faux. Beaucoup de choses ont déjà été écrites, mais la différence, c'est qu'elles n'ont pas été écrites par vous. Et c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, parce que des fois, on est vraiment un peu désespéré. On se dit, oui, mais machin, il a déjà fait mieux que moi, ou machin, il vient de sortir un truc, ça parle un peu comme moi, mais c'est mieux. Et non, finalement, l'écriture, c'est une quête qu'on emprunte seul, mais qu'on a envie de partager avec d'autres. Alors, je ne vous cache pas que c'est une quête solitaire, où on souffre, où on pleure, etc. Mais bon, on a choisi, on a signé pour ça, bien sûr. Mais surtout, non, ne vous découragez pas, vraiment. Je pense que la littérature d'aujourd'hui, elle gagne à avoir beaucoup de voix différentes qui viennent de tous les horizons. Votre voix compte, comme compte celle des autres. Et c'est important que vous puissiez nous la faire entendre, finalement. Peu importe le temps que ça vous prend et les efforts que ça vous demande, faites-le. Franchement, je vais vous dire un truc. Tous les auteurs que je connais, moi compris, avant d'être publiés pour la première fois, on a galéré notre race. Vraiment, on ne savait pas où on allait, on ne savait pas si ça allait marcher, on était désespérés tous les 4 matins, on a voulu brûler le manuscrit 15 fois, mais on l'a fait. Et pourtant, personne ne nous a payé pour ça, nous a pistonné, enfin, pas moi en tout cas, mais non, je plaisante. Mais non, vraiment, gardez le cap. Et si vous êtes juste, entre guillemets, lectrice, ce qui est très bien, parce que vous nous permettez de vivre, en fait, vous pointez à nos histoires de vivre, et ça, pour ça, je vous remercie. Et gardez à l'esprit aussi que la littérature, donc elle évolue, c'est comme la langue en fait, elle est vivante, elle est mouvante, elle est belle. Et en vous ouvrant plus à des romans que vous n'avez peut-être pas eu envie de lire au premier coup d'œil, ou vous dites c'est peut-être pas pour moi, etc., soyez curieux, vraiment. Le lecteur, le meilleur conseil qu'on puisse lui donner, c'est d'être curieux, toute sa vie, tout le temps. Vous serez peut-être déçu, vous aurez peut-être envie de frapper un auteur, ça arrive.
Mais vous pouvez aussi faire des découvertes incroyables. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Est-ce qu'il y a des questions? Personne? Pas de questions? Oui, ça serait plus par rapport donc au fantastique, par rapport à sa définition. On a certaines définitions donc, qui disent que ça va être le monde réel avec l'intervention de quelque chose de surnaturel et à la fin on va se demander est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était faux, ou complètement à l'opposé, on va se retrouver avec effectivement des vampires, des licans, etc. Et finalement, la définition du fantastique elle est très très large. Et donc voilà, je me demanderais, est-ce qu'il y a vraiment une définition du fantastique plus valide que l'autre, ou est-ce que ça dépend des maisons d'édition? Il y a la fameuse définition du chat, c'est-à-dire votre chat vous parle. Dans le cas de figure où vous en avez peur, c'est du fantastique. Dans le cas de figure où c'est parce que le chat, c'est tout à fait naturel, puisque c'est un chat magique, c'est de la fantasy. Si le chat vous parle parce qu'en fait c'est un robot ou qu'il a des implants qui l'ont amélioré, c'est de la science-fiction. Et dans le cas où on répond au chat, c'est quoi? Allez consulter. Non, en fait, ce qu'il faut garder à l'esprit aujourd'hui, je pense, c'est que le fantastique, comme d'autres genres, en fait, est peuplé de sous-genres. Donc, il y en a vraiment énormément. Je ne pourrais même pas vous les citer en entier, parce qu'il y en a plein. Il y a même des sous-genres qui n'ont pas de traduction en français. C'est des sous-genres qui viennent de pays anglophones, qui sont souvent très à la mode, en plus, c'est des trends actuels. Et c'est ça, c'est comme un échafaudage, si vous voulez, avec plusieurs niveaux. Donc, le fantastique, comme a dit mon collègue, ça peut être cette définition-là. Mais après, c'est selon ce que vous cherchez, selon ce que vous voulez lire. Vous allez vous orienter par exemple du fantastique sombre, du fantastique horrifique. Vous avez de l'urban fantasy. Alors, c'est trompeur parce qu'on dit fantasy, mais en fait, c'est plus du fantastique que de la fantasy. Et après, si vous voulez vraiment un pense-bête, ce que j'utilise pour des gens qui ne s'y connaissent pas du tout, qui me demandent « Oui, mais c'est quoi la différence entre fantasy et fantastique ?» En gros, dites-leur, la fantasy, c'est les donjons et les dragons. Et la fantastique, c'est les vampires et les saloperies dans le noir. Au moins, tout le monde est d'accord là-dessus, à peu près. En fait, il y a aussi une chose, c'est que ce sont des cases et que beaucoup d'auteurs débordent de la case et ont envie d'élargir ces cases et justement de flouter toutes les frontières. Et ça permet un camailleux entre les différents genres. C'est pour ça que souvent un roman peut être catalogué dans différentes étiquettes. Et ici, c'est un peu le cas aussi, puisque on pourrait mettre des étiquettes plus polar, mais aussi fantastique, historique. Là, on est effectivement entre le fantastique et l'urban fantasy. Toi, on est en fantastique historique, donc Gothique on a aussi. Et gothique, et voilà, on peut jouer. Et puis toi, c'est aussi du policier. Voilà, donc il n'y a pas une définition pour un roman n'a pas une étiquette, ou alors c'est qu'il est vide. En tout cas, moi, c'est comme ça que Ou alors c'est juste l'étiquette du prix. Non, mais c'est ça, c'est ça. Et c'est important de garder à l'esprit qu'il ne faut pas garder les livres dans des cases, en fait. On l'a fait pendant très, très, très longtemps. Même en librairie, encore, c'est le cas. Ils sont rangés littéralement dans des cases. Et des fois, on a de plus en plus de romans bâtards, en fait, de romans hybrides. Et je trouve que c'est quand même une très grande force dans la littérature, finalement. Mais je dirais que ça fait quand même un premier tri, quoi. Je veux dire, c'est comme en musique, les genres, d'accord, ça ne sert pas à grand-chose. Mais enfin, quand j'ai quand même eu un grand moment de solitude, lorsque j'ai entendu, étant gamin, un présentateur radio dire de Supertramp, le groupe qui a donné ses lettres de noblesse au disco. Je vous jure que c'est vrai, la preuve, 40 ans après, je m'en rappelle encore. Donc, des fois, quand même, on se dit que les genres, ça permet de débroussailler. Oui, c'est du fantastique ou de la fantasy ou du polar ou peu importe, mais à partir de là, on a quand même un petit peu débroussaillé. Merci. Oui, je rebondis sur ce que disait Sanguine à propos de tout a déjà été écrit, tout ça, et les déclinaisons du vampire. Il y a un auteur
un Canadien qui s'appelle Peter Watts, qui est un auteur de hard SF. Et dans un de ses livres qui s'appelle Vision aveugle, c'est une histoire de premier contact alien avec des vaisseaux, tout ça. Et le capitaine du vaisseau est un vampire. Mais il explique ça par l'évolution, en fait. Il y a une sous-branche de l'humanité qui a évolué et son cerveau, en quelque sorte, il est câblé. S'il voit le coup de la croix, il y a des neurones qui voient les lignes horizontales, des neurones qui voient les lignes verticales. Et s'ils voient une conjonction, ça leur grille le cerveau, quoi. Il y a quelque chose qui se passe, mais c'est l'évolution qui explique ça. Ils ont aussi des super pouvoirs, super intelligence et tout, mais c'est expliqué, en fait. Et donc ça fait un élément un peu fantastique, un peu bizarre, dans un contexte de hard science et de rencontres aliens. Enfin, c'est étonnant, quoi. Voilà. Non. C'est une contribution. Non, mais c'était pour rajouter justement, en fait, et l'histoire de compter, justement, le fait qu'il soit maniaque au fait de compter, déjà, ça me fait penser à Rain Man. Et sinon, j'ai vu ça quelque part, j'arrive pas à me rappeler dans quelle histoire ou série ou quoi, j'ai vu un passage, effectivement, avec un vampire où ils essaient de le coincer en faisant ça, et le vampire rigole en disant « Ah, ce vieux truc, là, ça marche plus, quoi. » En fait, vous croyez que je vais m'arrêter et compter? Non, ça marche pas. Voilà. En même temps, si les vampires étaient vraiment parmi nous, on a écrit tellement de conneries aussi sur leur compte, je pense qu'ils seraient un petit peu énervés peut-être. Je ne vais pas viser en détail, mais pour la BitLight par exemple, on a eu beaucoup de trucs qui ont été faits. Et voilà. Mais ça permet quand même un renouveau, même si on n'aime pas, finalement ça a apporté une pierre à l'édifice. Jamais 203, on dit, une dernière question. Ouais, c'était pour savoir si vous, en tant qu'écrivain et écrivaine qui écrivez en fantastique, vous avez une idée de ce que pourrait devenir le fantastique dans le futur. Moi, j'avoue que je m'y intéresse pas trop. J'ai des amis qui adorent ça. Et je comprends pourquoi, parce que souvent, je me dis, c'est des livres qui parlent du mal, de créatures qu'on connaît déjà assez bien par la culture populaire et qui font un peu peur. Est-ce que ces trois critères qui, selon moi, définissent un peu le fantastique, vous les voyez évoluer? Et est-ce que vous pouvez imaginer que, je ne sais pas, le siècle actuel va pouvoir donner naissance à de nouvelles branches du fantastique? Je pense, parce qu'en fait, les marqueurs d'une époque, on ne les voit pas toujours en train de se faire, mais ils arrivent. Par exemple, quand il y a eu le fameux confinement avec le Covid, ça a commencé à se répercuter sur certaines œuvres de fiction, que ce soit dans les films, les livres, etc. C'est quelque chose qui a commencé à s'immiscer. Alors, soit c'était vraiment expliqué dans le sens, oui, il y a eu une pandémie, ou alors c'était réinventé, c'était réutilisé, peur de la contagion, etc., ou virus. Là, il y a eu beaucoup de films ces dernières années à cause de ça. Et après, je pense que chaque époque, en fait, a ses propres peurs, a ses propres enjeux qui vont se répercuter sur les styles de lecture. Par exemple, quand on parle du fantastique, si je parle de l'époque victorienne à peu près, ou même dans ce genre-là, il y avait une grande peur à l'époque, c'était d'être enterré vivant, parce que les diagnostics étaient déjà foireux. Donc il y a eu un vent de panique à un moment donné où les gens se faisaient enterrer avec des systèmes très inventifs, avec des cloches, etc., pour que la personne, si elle se réveillait dans son cercueil, en fait, parce qu'elle avait été enterrée par erreur, puisse prévenir qu'elle était vivante. Et ça, c'est quelque chose qu'on a retrouvé chez le vampire, par exemple, ou d'autres créatures, où il y avait cette peur de la mort incontrôlée, incontrôlable, qui pouvait survenir à tout moment. Alors, notre époque n'est pas finie, techniquement, enfin, j'espère pas. Donc, on ne peut pas voir encore les répercussions qu'elle va avoir, mais je pense que là, notre mal d'époque, on va dire, c'est la communication entre les gens. Donc, on a vu ça avec le confinement, par exemple. On a vu que les rapports humains sont tellement pervertis par la technologie actuelle que les rapports humains donc, manquent de l'authenticité qu'on avait à l'époque. C'est plus dur de rencontrer des gens, alors que finalement, on est tous connectés. C'est très paradoxal. Vous avez beaucoup de gens qui se plaignent de la solitude, que ce soit au niveau amical ou au niveau amoureux. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve déjà dans la fiction et qui va se retrouver encore plus avant. Et s'il y a d'autres événements historiques qui viennent nous frapper, on les retrouvera forcément sous une forme ou une autre dans la littérature, dans le fantastique. Oui, et alors je me permets parce que, bon, normalement, je vous laisserai bien la parole sur ce sujet, mais je pense
que la question, le fantastique, et si on parle au niveau de l'évolution du fantastique, et on a parlé des mélanges des genres, mais dans la science-fiction aussi, il peut y avoir du fantastique. Il y a une part de fantastique dedans l'anticipation, et je pense qu'à ce niveau-là, on peut déjà avoir ce que tu disais, c'est-à-dire qu'on va retrouver les peurs actuelles vont plus relever effectivement de la SF, mais selon les critères qu'on a aujourd'hui, mais tout en restant du fantastique en fait, parce qu'ils ne sont pas totalement rationnels, ça reste des peurs. En fait, le fantastique sert aussi, alors c'est pas justement juste de la distraction, ça sert beaucoup à exorciser ces peurs en fait. Il y a un aspect cathartique et c'est pour ça que dans beaucoup d'œuvres actuelles, on retrouve cette volonté en fait. J'ai envie de dire que le fantastique, c'est rassurant dans un sens où ça fait débarquer des créatures qui n'existent pas et on a envie de se dire bah, finalement notre réalité elle est pas si mal en fait. Je préfère vivre dans un monde où Trump existe plutôt que Nosferatu. Bon, c'est voilà, hein, pas moi, mais ouais, voilà, c'est un peu rassurant d'une certaine manière, mais ça permet aussi de se confronter à des peurs qu'on a actuellement. Et là, on est plus dans un délire un peu, donc c'est le climat. Le niveau politique très agité, on a eu donc tout ce phénomène de contagion, de séparation des uns des autres. Ça a profondément, je pense, impacté notre imaginaire collectif et c'est en train de ressortir et ça va continuer à ressortir sur plusieurs années. Alors oui, j'ai pas grand-chose à rajouter pour le coup parce que tu as dit pas mal de choses que j'avais en tête aussi. Le fait en particulier que l'actualité, pour moi le fantastique, son temps principal, c'est le présent. Ça se nourrit du présent, donc ça va s'actualiser quelque part. Et puis, par exemple, on va le nourrir de toutes les technologies actuelles. Et effectivement, on va peu à peu, il va rejoindre des thèmes de SF qui ne sont plus de la SF pour nous quelque part, qui sont de réalité. Et je pense aussi, j'en sais rien, hein, mais c'est de plus en plus reconnu les mauvais genres. C'est de moins en moins des mauvais genres, ça finit par être des genres. Et il y aura certainement, ça va aussi certainement rejoindre d'autres genres, rencontrer. On a le policier, on a l'historique, d'autres genres vont peut-être aussi reprendre des thèmes fantastiques. Donc peut-être qu'il y aura aussi cette porosité des genres qui va disparaître ou s'atténuer ou se transformer. Et rien que là, je suis en train de réfléchir. En ce moment, il y a un grand courant dans lequel je me retrouve un petit peu. C'est le cozy qui arrive un peu partout. Le cozy mystery, la cozy fantasy. Et en fantastique, il y a des thèmes qui pourront aussi certainement passer sous ce crible-là et proposer des variantes de thèmes fantastiques dont on a l'habitude de façon plus sombre. Alors, Jamal, faut le décrire. J'en lis beaucoup, mais Jamal, faut le décrire. C'est l'inverse du dark, en fait. C'est le fait d'être bien dans le roman et de ne pas avoir de gore, pas avoir de trop de violence, dans une ambiance beaucoup plus cocooning, plus agréable, et qui tranche avec tous les récits beaucoup plus sombres dont on a l'habitude auparavant. Je ne me trompe pas. C'est quand même un petit peu du vieux roman énigme, comme le publiait le Mas dans les années 30-40, qu'on a replâtré. On a filé une nouvelle étiquette anglo-saxonne pour que ce soit top giga cool, et puis ça permet de fourguer les vieilles séries qui prennent de la poussière sur les étagères des agents. Sinon, pour revenir au sujet sur le fantastique, bah oui, il serait peut-être temps qu'il se renouvelle un peu, quoi, en effet. Parce que, ça y est, fantastique égale Stephen King. Oui, bah c'est bien joli, mais c'était les années 70-80, quoi. C'est comme si dans le polar, on était resté d'un côté à Manchette, de l'autre à Westlake et Richard Stark. Il y a eu plusieurs jalons qui ont, Thomas Harris qui a changé la donne, Jean-Christophe Granger qui a changé la donne. En fantastique, on attend encore un petit peu quelque chose qui soit autre chose qu'un exercice de style qui peut être extrêmement réussi. Bon, comment on va le faire? Alors ça, me posez pas la question, mais c'est vrai qu'il serait temps que quelqu'un s'y attelle, quoi. Et ça me fait penser ce que tu dis, très justement. Je sais qu'il y a un clivage un peu en France, je trouve ça extrêmement dommage, il y a un plafond de verre. Il y a beaucoup de gens qui refusent de lire de l'imaginaire français, en fait. Ils vont lire que de l'imaginaire anglophone. Donc il y a des maisons d'édition qui l'ont bien compris parce qu'elles ne font que des traductions. Et des fois, c'est même des romans qui sont assez médiocres, en fait, dans le pays d'origine. On va voir les notations et les critiques. C'est pas terrible. C'est vraiment du raclage de fond de tiroir, en fait. Et parce que, je sais pas, il y a une traîne qui se fait... vous voyez, je viens d'utiliser un mot anglais, d'ailleurs.
Il y a un plafond de verre, vraiment, des gens qui disent que l'imaginaire français, c'est pas terrible. C'est un peu comme les gens qui vous disent, oui, le cinéma français, en gros, c'est has-been, c'est complètement ringard, je regarde jamais ça, je regarde que des blockbusters ou des choses comme ça. Et je trouve que c'est extrêmement dommage parce qu'on se fait grignoter peu à peu par cet imaginaire anglophone. On importe beaucoup de trends, on importe beaucoup de traductions, on importe beaucoup de systèmes et de constructions. Alors il faut toujours un brassage dans la littérature, c'est toujours important de lire ce qu'il y a au-delà de nos frontières. Mais je trouve ça très dommage que certains éditeurs vraiment mettent le paquet là-dessus et refusent même de signer des plumes françaises en fait. On se fait un peu grignoter là-dessus et je trouve ça Pas vraiment... que française d'ailleurs, tout ce qui n'est pas l'Empire C'est anglo-saxon. Alors on parle d'hégémonie, bah oui, voilà, et de colonisation. Il faudrait peut-être jeter un petit coup d'œil de ce côté-là, quoi. Pourtant, on a des œuvres françaises qui arrivent à s'exporter hors des frontières et qui sont très très bien accueillies, que ce soit dans les pays anglophones ou les pays, même des pays slaves, ou les pays, les Allemands, les Italiens, enfin, ce que vous voulez, quoi. Anglophone, c'est un phénomène nouveau, mais bon, ça sera encore une autre histoire. Non, mais c'est vrai, quand on voit des éditeurs qui se bornent à faire des rééditions d'œuvres anglophones qu'on a déjà poncées, mais vous vous rendez compte, là, c'est le Jaspaz à paillettes, donc achetez-le. Non, il faut arrêter. Quand on est à la 15e réédition du Seigneur des Anneaux, en 6 mois, franchement, il faut se calmer, je pense, c'est bon. Oui, Holly Lovecraft aussi. Cela dit en passant, perso, comme je fais des fiches de lecture, j'ai des trucs qui ne sont pas traduits. Et le niveau moyen, vous ne pouvez pas imaginer. Non, vous ne pouvez pas, croyez-moi. Bah, tu pourrais écrire un roman là-dessus, peut-être. Un truc terrible. Le cauchemar du traducteur. Du coup, d'autres questions ou cette fois-ci, nous avons fait le tour? Donc, le mot de la fin, c'est... Lisez français. Lisez français, oui, c'est vrai. Et puis, lisez français, et puis je dirais, tant qu'à dire des traductions, soyez peut-être un peu plus curieux, évitez les supermarchés et regardez du côté des pays d'Orient, entre autres. Les anglophones, tout le monde les a lus, et puis c'est vrai que ce qui arrive jusque chez nous, ben, c'est pas toujours, pas toujours le haut du plateau. Il y a tellement, le monde est tellement vaste. D'ailleurs, au niveau de la fantasy et du fantastique, et même de la science-fiction, il y a de quoi explorer. On a des influences qui viennent du monde entier, entre autres en fantastique et en fantasy aussi, même en science-fiction, à une nette influence orientale. Et aller aux sources. Ne passez pas forcément par la case anglophone. Je dirais vite fait, on peut voir un petit peu le travail que fait Galaxy, la revue, en science-fiction, qui fait des numéros spéciaux pour à peu près tous les pays, en fait. Même j'en ai traduit 2 ou 3 nouvelles qui venaient d'Afrique, et donc il y avait vraiment des spécificités locales basées sur des légendes et qui étaient des choses, tout en étant de la science-fiction, et qui étaient assez impressionnantes. Et soyez gentils avec les auteurs, toujours. Je vous remercie beaucoup. On va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne soirée.